Bonjour! Alors, ma tête échevelée et moi, on vous souhaite la bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Et on reprend la formule hebdomadaire parce que, ben c'est ça, les vacances s'achèvent et ben je vous ai fait un petit marathon de vlog de vacances. Mais là, on va reprendre le contenu, la programmation habituelle. Alors, on est le samedi 9 août. J'aime pas ça dire les dates, ça me donne trop de repères par rapport à mon retour au travail. Et il fait très chaud, caniculaire, mais j'ai pris mon temps ce matin. J'ai monté le dernier vlog vacances avant de commencer la journée. Et j'ai pas beaucoup de... Ben, j'ai des projets pas vraiment de spécifiquement déterminés aujourd'hui, mais sans doute qu'on va aller en balade, mon copain et moi, pour, je sais pas, passer un moment ensemble. Et je suis toujours dans la lecture en cours, presque terminée. Puis là, en plus, avec la journée que je vais passer avec mon copain, je suis super contente de la passer avec lui, mais ça va sans doute reporter à plus tard, le moment où je vais pouvoir lire. Et je suis en train de terminer la septième lune de Pier Giorgio Polizzi, qui est je vous ferai plus l'ordre, là, c'est compliqué, là, mais qui est le troisième tome, un, deux, trois, quatre, quatrième tome paru, mais cinquième tome chronologiquement, il me semble, quelque chose comme ça. Bref. C'est super enlevant. On retrouve les personnages qui nous ont été présentés dans les premiers tomes traduits. Donc, Eva, Mara et Strega. C'est vraiment un livre pour lequel il faut avoir lu minimalement l'Élysion du Mal. Non, pardon. Minimalement l'Île des Âmes. Idéalement, le Chant des Innocents aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de référents, mais particulièrement l'Île des Âmes, c'est comme central en fait au cœur de l'intrigue, puisqu'on va se retrouver encore une fois dans une situation où il va y avoir un meurtre en Lombardie qui va présenter des similitudes assez importantes avec certains des meurtres qui avaient été commis dans l'Île des Âmes. Et les policiers locaux vont faire appel à Eva, Mara et Strega. Vous comprendrez pourquoi quand vous allez avoir lu tout ça, pour essayer d'éclaircir les choses. Mais plus ça va, puis plus on ne sait plus trop si c'est vraiment un lien ou un lien ténu. Est-ce que finalement c'est plus croche? J'ai l'impression qu'on va se faire ramasser sous peu avec une révélation qui fait en sorte qu'on comprend encore plus que le rouage a des racines importantes, puis potentiellement peut-être, à mon avis, peut-être, je sais pas, mais à mon avis, ça va peut-être toucher certains des personnages principaux de près ou de loin. Donc voilà, j'adore ma lecture comme d'habitude. Super plume, j'avais trop hâte. Je peux pas attendre de continuer à lire pour poursuivre la série. Après celui-là, il va me rester seulement Stella. Et ben, il n'est pas encore sorti en poche. Fait que je vais peut-être le lire quand même, mais je vais pas l'acheter tant qu'il n'est pas en format poche parce que Gallmeister grand format, c'est plus abordable. Et ben voilà. Donc c'est ça qui est ça. Ben, je vais vous reprendre quand je vais avoir d'autres choses à vous souffler à l'oreille. Parce que c'est cette semaine qu'il va y avoir l'événement qui est rendu à sa 12e édition au Québec. Donc, le 12 août, j'achète un livre québécois qui s'est un peu maintenant décliné en le 12 août, je lis un livre québécois où j'achète, où j'emprunte, où je mets de l'avant, où je fais connaître un livre québécois. Évidemment, au départ, c'était pour soutenir les auteurs et les librairies indépendantes. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un livre québécois. Fait que l'idée, c'est aussi de s'adapter à toutes les possibilités. Donc, ben, sans plus tarder, allez, on se lance à tout! Bonjour vous autres. Alors, en direct de la journée caniculaire du dimanche 9 août, 10 août, 10 août. Plus que une journée de vacances. Je reviens des événements un peu familiaux, donc ma petite nièce qui fêtait ses 3 ans, la grande. Et ben voilà, je voulais vous parler parce que j'ai terminé hier, mais finalement c'était hier, fait que hier soir, j'ai pas fait de retour, mais j'ai terminé la septième lune de Pier Giorgio Polizzi et c'était excellent. Comme d'habitude, très intéressant. Intéressant que ce soit aussi les 3 enquêteurs qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des tomes, en fait, qui soient présents cette fois-là tous en même temps, tous et toutes en même temps, avec la participation des inspecteurs locaux. J'avais peur que ce soit un peu trop chargé, puis que finalement on n'ait pas assez de temps avec chacun des enquêteurs connus, ce qui est un peu le cas. On a un petit peu plus de temps avec Strega, donc avec Eva et Mara, mais c'est vraiment intéressant de les voir.
comme toujours, il y a un genre de fil rouge quand même. Ben, il n'y a pas tant d'évolution spécifique pour un des personnages principaux, pour chacun des personnages principaux, mais on sent que leur vie avance tranquillement, en plus des enquêtes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec Pierre Giorgio Polizzi, c'est que oui, il y a les enquêtes, sont super bien structurées, ils sont toujours un peu retorses. Ça nous amène toujours à des endroits sombres de l'âme humaine, en même temps avec quand même un peu d'espoir, avec un peu d'humour, beaucoup de... Ça me fait un peu penser des fois à Fred Vargas pour le personnage de Strega, fait penser un peu à Damsberg de Fred Vargas, c'est quelque chose qui est un petit peu aussi perméable à tout ce qui est... il évoque en fait pour lui que, ben en fait ça rapporte avec le chant des innocents, mais que pour lui, toutes les victimes qu'il a rencontrées, malheureusement souvent après leur mort ou après un crime, dans le cadre de ses fonctions, c'est considéré comme des âmes pour lui qui sont un peu en flottaison en lui, puis qui vont un peu le hanter toujours. Donc il y a un petit peu ce côté-là aussi qui est un peu une autre réalité qu'on voit moins, dont on entend moins souvent parler pour la police. Ben, en fait, tout ce qui est le personnel d'urgence, ils vont avoir potentiellement des... Ils peuvent vraiment souffrir de syndrome post-traumatique parce que c'est des choses qui vont les hanter. Ça fait partie du travail, vous allez me dire, mais ça reste que c'est des humains. Sinon, l'enquête en tant que telle, bien solide, intéressant avec un ancrage spécifiquement à ce qu'on pourrait penser quand on pense à certaines dynamiques en Italie. Donc, encore une fois, une enquête où on suit, on pense qu'on sait où ça s'en va, un bon revirement de situation tardif, intéressant. Très bien, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'était pas mon préféré. Je pense quand même que j'ai préféré L'illusion du mal est quand même intéressante. Chant des innocents aussi. J'ai beaucoup aimé celui-là parce que les personnages étaient présents puis on continuait à les suivre, parce qu'on a découvert aussi d'autres enquêteurs. Euh, Puis c'était excellent. Je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais c'était pas mon préféré, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, il me reste seulement le Stella, puis j'ai vu qu'il y en a un autre qui n'est pas encore annoncé en traduction en français, mais qui est déjà paru en italien. Donc, ça devrait, j'imagine, s'en venir, j'espère, l'année prochaine. Je sais pas trop. Mais bon, il me reste encore Stella, donc je suis vraiment très contente de ma lecture. Même si là, je l'ai principalement consommé, dévoré en lecture d'accompagnement. Ce qui n'est pas très enlevant habituellement, mais je vous dis, Pierre-Joe Polizzi arrive à me faire aimer ses histoires même en lecture d'accompagnement, c'est pour dire. Sinon, je savais pas, je m'enlignais pas pour ça pantoute, je savais pas trop vers quoi m'enligner, mais ce matin, je suis allée courir, oui, avant qu'il fasse chaud, et ça prenait de lecture audio pour me motiver, parce que même les podcasts, c'était pas suffisant pour me motiver. Puis là, ben, je me suis rendu compte que j'avais là, sur Nextory accès à la version audio de Piège à loup d'Aslak Nord, qui est un auteur que j'ai découvert qui parle sa série Les Héritiers de l'Arctique. Et puis le deuxième, je pensais tout ça, le deuxième. Le premier, c'était pas Les Héritiers de l'Arctique, c'était Le Cimetière de la mer. Oui, c'est ça. Le Cimetière de la mer avec la saga des. Je me souviens plus du nom. Une famille Falk. Et dans le fond, le deuxième tome de cette série-là, c'est Les Héritiers de l'Arctique. Je l'ai en ma poche, mais c'est pas celui-là que j'ai lu parce qu'il n'était pas en livre audio pour le moment, j'attendais. Puis Piège à loup m'intéressait vraiment, m'intriguait vraiment. On était plus dans le roman d'espionnage. Ça se passe en fait dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Du côté des Allemands, entre autres. Puis là, je pense un peu des Norvégiens, mais je voulais la présentation qui est là, mais je sais pas si c'est la présentation vraiment officielle. Je peux peut-être chercher autrement. Je sais pas si c'est la présentation officielle des éditions Bruit du Monde, parce que on dirait que c'est plus comme un résumé, un sommaire maison qui a été fait. Je vais essayer de vous trouver ça en tapant à un doigt vaillamment sur le côté avec mon super vieil ordi que je veux pas qu'il me lâche, qui m'a tenu jusqu'à la fin de ma maîtrise, puis que là, faut juste pas trop que je le regarde quand je veux qu'il fonctionne bien. Faut que je le laisse gérer ces choses à sa vitesse, à son rythme, dans le respect. Je pense que je l'ai trouvé. Bon, ok. Est-ce que...
OK, je pense que c'est mieux décrit dans celui-là. Alors, ça dit: Henry Storm fait partie de ces Norvégiens qui se sont engagés pour l'Allemagne dans le but de combattre le bolchevisme. Il intègre la division Nordland et combat sur le front de l'Est. Il fait équipe avec 2 autres Norvégiens, Johansen et Grande, avec lesquels il va côtoyer la mort. Blessé, il part en convalescence en Allemagne avant de rentrer à Oslo où il espère retrouver Astrid, son grand amour. Écœuré par la violence des combats sur les bords du Mius et par le traitement cruel des prisonniers russes condamnés à mourir de froid, Henry Storm rejette désormais le nazisme et souhaite rejoindre la résistance. Ses contacts au sein du commandement nazi vont lui être très utiles pour devenir un espion au service de la résistance norvégienne à Berlin et découvrir que l'Allemagne est sur le point de mettre en service une arme dont l'efficacité pourrait changer le cours de l'histoire. Alors voilà, ça commence quand même avec... on commence avec un passage qui met en scène une espionne allemande. Puis après ça, c'est dans le prologue, en fait. Puis ensuite, on va tomber vraiment avec la division de Henry Storm. Intéressant aussi qu'on suit, il me semble, dans mon souvenir, c'est parce que là, je suis plus habituée, mais Aslak Nord, c'est un Norvégien, je pense. Fait que... Donc, je suis contente que ce soit des Norvégiens qui se sont engagés pour l'Allemagne, parce que c'est des parties d'histoire. Excusez-moi, j'ai eu une petite interruption impromptue. Je sais plus trop où j'en étais, mais je pense que ce que j'essayais de dire, c'est que c'était intéressant, justement, de voir que c'est un des pans d'histoire qu'on connaissait moins, en fait. C'est tous des pays qui sont limitrophes. La Norvège, il y en a qui ont été impliqués contre les Allemands, d'autres pour les Allemands. Donc là, je trouve ça intéressant de voir justement ça, la perception aussi à ce moment-là de la Russie qui était, à l'époque, pour l'Allemagne, en fait, qui était considérée vraiment comme un ennemi à abattre. Ça semble assez sombre. Je suis assez roman d'espionnage habituellement, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. À date, la version audio est excellente, très très bonne. Donc, je vous tiens au courant quand je vais en avoir un petit peu plus écouté. Ça risque d'être mon second roman de la semaine. Je sais pas, je suis en train d'en lire un troisième, mais au pire, j'aurai peut-être des petites lectures à vous proposer pendant la semaine aussi. On verra. Alors voilà, c'est juste ça. Je vais juste vous dire un petit coucou. À plus tard! Plébéien, je comprends pas tout. C'est-à-dire de faire en sorte que nous réapprenions à entendre et à désirer les appels au dévoiement, les incitations au détournement, à la dérive. En gros, c'est contre le fait que on donne des droits aux homos. Non, mais en fait, c'est soyons revendicatifs, tu vois. Qui était le coupable, parce que forcément je vous ai dit, on savait que c'était un proche, et j'ai pas été déçue parce que je m'attendais pas du tout à ce personnage là, et voilà, donc l'autrice m'a bien lu, je suis très contente. Il y a un clin d'œil à la fin du livre à son précédent roman que je trouve très chouette. D'ailleurs je vais me le commander, je pense, pour le lire, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bonjour, je fais un petit coucou rapide. On est lundi, le 11 août, et ma dernière journée de vacances. J'essaie de ne pas y penser. Donc, je suis allée m'étourdir en allant voir dans une librairie d'occasion à laquelle je vais pas souvent pour voir s'il y avait le fameux Van Gogh, ma fixation de mes vacances. Et j'ai trouvé le tome 2, donc celui que j'avais trouvé dans une autre bouquinerie, qui était un tout petit peu moins cher, mais surtout en vraiment bon état. Donc, je vous ai pas mis l'image de cette bouquinerie-là parce que ça a été un gros défi pour moi. Je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est une bouquinerie qui est pleine jusqu'au plafond. Il n'y a aucun ordre, c'est des piles partout, c'est comme par section générale. Ça sent le vieux magasin pas aéré. Mais il y a vraiment un gros inventaire. Fait que je me suis forcée, j'ai cherché en plus le tome 1, je l'ai demandé, puis j'ai finalement été victorieuse pour celui-là. Mais disons que je vous ai pas mis d'image parce que c'est pas... Je pense pas que je vais y retourner souvent. Mais bon, c'est pas grave. Là, je fais un dernier petit arrêt en retour vers la maison. À la friperie Renaissance, qui n'est pas la librairie où je vais d'habitude, qui est l'autre. D'habitude, je trouve pas tant de choses que ça, mais bon, je me suis dit c'est ça mon chemin. Puis après, je retourne à la maison, puis je relaxe en essayant d'oublier que demain, c'est retour au boulot. Fait que sinon, je continue, puis à Jaloux d'Aslak Nord. C'est très alambiqué un peu. C'est une partie d'histoire, comme je vous disais, que je connais pas, puis là, je me sens un peu perdue. Je sais pas si c'est parce que c'est la version audio. Je le poursuis. J'espère que je vais accrocher tout bientôt puis être capable de bien me retrouver. Mais pour le moment, c'est plus laborieux. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Et bien, de retour. Alors finalement, j'ai trouvé un truc. Mais ça faisait longtemps que je lisais un livre de cet auteur-là. Puis je savais pas trop par lequel commencer. J'avais lu un peu des résumés puis ça m'intéressait moins. Mais celui-là, ça m'a accroché. Donc c'est de Erik Larson. C'est The Splendid and the Vile.
d'Éric Larson. En français, c'est le quelque chose et l'infamie, je pense. Bref, ça se passe en 1940, donc alors que la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être dans son essor. Et c'est quand Churchill est élu, finalement, et est comme mis un peu en charge de que l'Angleterre finalement finisse par s'impliquer puis défendre son pays contre l'invasion des Allemands, en fait des nazis, parce que c'était des choses différentes, mais quand même. Et dans le fond, si de l'extérieur, c'est quelqu'un qui arrive, on dirait, à mobiliser à la fois le peuple puis essayer de convaincre l'étranger de s'impliquer aussi dans le conflit, ça indique que l'auteur a aussi inclus le fait que dans sa vie personnelle, il n'y a pas eu des choses faciles à gérer non plus dans cette année-là. Donc, c'est une espèce de roman historico-fictif. Puis ça, moi, ça m'intéresse toujours. Puis je trouve que c'est une bonne façon de commencer avec la plume d'Éric Larson, qui, si j'ai bien compris, est très dense. Donc, je vais peut-être l'écouter en livre audio, on va voir. C'est quand même une bonne brique, comme on dit. Je sais pas. Il y a à peu près 30 pages de notes, de sources, plus que 30 pages. Mon Dieu, c'est impressionnant. Je pense que j'ai 50 pages de sources quasiment. Ouais, il y a 5, ça c'est source et acknowledgement encore. Ouais, 500 pages de fiction, plus de 500 pages de sources. Donc, quand même, on voit ici que c'est bien recherché. Alors voilà, c'était mon seul petit achat. Donc ça, c'est jamais très cher. C'est pour ça que j'aime ça aller à cette place-là. C'est qu'eux autres, c'est des grands formats et des petits formats. C'est sûr que ça va varier. La récolte va varier dépendant de ce que les gens vont apporter en don. Mais comme c'est fait pour être un magasin accessible au niveau pour tous les budgets, puis que c'est un organisme de bienfaisance, ben ils gardent quand même les prix bas. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu idéal d'aller à ce moment-là. Mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Désolée pour les lunettes, ça faisait un peu starlet, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil puis il fait chaud. J'ai pas pu m'en empêcher. Alors, sur ces bonnes paroles, avant de mourir de chaud dans la voiture, je reprends la route, je retourne à la maison, puis je vous reviendrai quand j'aurai avancé plus dans le piège à loup en espérant que je vous dis que ça se déroule bien pour la suite des choses, vu que jusqu'à maintenant, ça va, mais je suis pas encore convaincue. À tantôt. Now at 4. That's miserable. But I have made it to page 203. So moving right along. That's great. I'll either continue to read or pick up my laptop and write a little bit. But I just hate knowing that I could get a call and I could leave the house at any moment. Et hop, en route pour la librairie Le Furteur. Bonjour, alors je vous retrouve, on est le mardi 12 août et je suis revenue de ma virée en librairie pour le 12 août, on achète un livre québécois. J'ai pensé presque pas y aller parce que aujourd'hui, c'était mon retour au boulot, puis j'ai eu, bon, un peu sans surprise peut-être, mais j'ai eu une migraine affreuse toute la journée. Puis j'étais en train de me dire, bon, mais j'irai pas en librairie indépendante, je vais commander en ligne sur leur site, ils ont un site, eux autres, il y a un site qui s'appelle leslibraires.ca pour ceux qui ne connaissent pas ça. Puis en fait, c'est un site qui permet de commander directement dans les librairies indépendantes pour éviter d'aller sur le grand A. Et pour aller soutenir à la fois les auteurs et les librairies qui ont pignon sur rue. Donc je me disais, je peux faire ça. J'aurais même pu faire ça puis avoir une cueillette que je pourrais aller chercher cette semaine parce que en fait, j'y retourne cette semaine à la librairie où je voulais aller, mais pour le boulot. Donc après le boulot, j'aurais pu faire quelque chose. Mais là, j'étais vraiment psychorigide. J'étais comme, on est le 12 août. J'ai toujours été depuis les 12 dernières années, puisque c'est la 12e édition. À toutes les années, j'ai trouvé un moment pour aller chercher les livres pour le 12 août. J'ai toujours été capable d'aller en librairie indépendante. Puis là, je voulais vraiment aller à la librairie Le Furteur. C'est une librairie à Saint-Lambert que j'adore. Et j'y suis parvenue. Ça a pris toute mon énergie, j'étais vraiment pas là. Ça n'a pas été le magasinage le plus, disons, relax et plaisant que j'ai fait. Pas à cause de la librairie, mais juste parce que j'étais pas dans un bon état. Mais bon, un petit matcha plus tard avec un repas, puis je sais pas, un peu de détente. On dirait que pour le moment, j'ai une fenêtre d'opportunité où la migraine a décidé de me lâcher un peu. Donc, on y va. Tout d'abord, comme je me suis un petit peu, comme on dit, lâché lousse dans les achats pour le Québécois. Après un certain montant d'achat, dans le fond, on avait un sac, un tote bag qui était offert,
qui a été faite par l'Association des libraires du Québec, donc l'ALQ. À chaque année, il y en a un qui est fait, puis ben, on peut aussi l'acheter si on n'atteint pas nécessairement le montant pour l'avoir gratuitement. Mais bon, moi, je me suis un peu laissée aller. Alors, voici le fameux tote bag en question. Donc, vive les librairies indépendantes. Et voilà, je ne sais pas si on avait... c'est Boom, l'illustratrice, qui a fait le sac. Puis il est vraiment solide, il est comme... il est en... Je sais pas si je l'ai accompagné du sac. Mais en tout cas, tu sais, des fois, on a des tote bags qui sont super minces, puis qu'on sait que ça va comme vaguement tenir. Là, ben, ça reste que c'est fait pour un livre, c'est super de qualité. Il est juste recto, mais c'est correct. Moi, je trouve ça le fun d'avoir aussi la possibilité d'avoir un verso qui est uni. Donc, je vais pas juste passer de temps à vous montrer un tote bag. Surtout que faut pas que mon copain sache que j'en ai un de plus, parce que j'en ai vraiment plein. En fait, il peut bien le savoir, là, mais c'est juste que j'en ai vraiment beaucoup. Mais à chaque année, je finis par utiliser les tote bags nouveaux que j'ai. Alors, j'ai récupéré un signet puis un extrait. Je peux commencer par ça. Mais ça, c'était vraiment à la sortie. J'ai récupéré la version traduite d'un livre que j'ai acheté en langue originale et qui est sorti en France. Je ne sais plus c'est chez qui, mais j'ai vu passer, dans le fond, chez la plupart des bookbuzz que je suivais, et qui ici, les droits au Québec ont été achetés par Alto, qui est une maison d'édition qui fait absolument des super belles choses au niveau d'objets livres. Et c'est le livre Passage d'Alex Landragin. Ça, c'est un petit extrait gratuit. Donc, comme moi, je l'avais en version originale, évidemment, je ne l'ai pas pris. Mais je trouve ça le fun, un petit feuillet comme ça, un petit extrait offert. Je trouvais ça trop mignon. Puis, il y a quand même le signet ici, qui est très sobre, mais que je trouvais sympathique. Comme ça, peut-être, oui. Passage, puis à l'arrière, c'est encore l'extrait, la phrase. Voilà. Bon, ça, c'est les gratuités, mais c'est juste que je le trouvais graphiquement intéressant. Ensuite, j'avais fait un peu de recherche hier pour être prête. Parce que je me doutais qu'après ma journée de travail, si j'y allais, j'allais être fatiguée potentiellement. Je ne pensais pas que j'allais avoir une migraine, mais je savais que je ne serais pas top forme. Et j'avais dans ceux que j'ai pris, mais il y en avait quand même beaucoup que j'avais pré-repéré. Le premier que j'ai repéré qui était un incontournable pour moi, c'est parce qu'on a un nouveau Élise Gravel jeunesse en roman illustré. Donc, c'est celui-ci. C'est Mini Élise, Bienvenue dans ma tête, d'Élise Gravel. Donc, on est vraiment dans un roman illustré. Un peu du genre, je crois, de Jessie Elliott à part de son ombre. Et on les a les autres ici. Ou la série des Olga. Donc, c'est publié chez Scholastique dans sa version française. Et à l'arrière, ça dit « Mini Élise est un peu moi quand j'étais jeune, au tout début du secondaire. J'avais un cerveau bizarre, différent, et des idées qui allaient dans toutes les directions. J'avais aussi des questions et des inquiétudes sur tout le temps. Sur l'amitié, l'amour, l'état du monde et sur moi-même. Être dans ma tête, ça n'a jamais été reposant. J'avais envie de te présenter la petite fille qui est encore très présente à l'intérieur de moi aujourd'hui et qui me fait souvent rire. J'espère que tu l'accepteras dans ton groupe d'amis. » Ça, jeunesse, mais trop cool. Vraiment hâte de le lire. C'est pas très bien organisé. J'ai comme quelque chose. J'ai un petit support, il est trop loin un peu de mon profil. J'ai vraiment ma grosse face qui va arriver comme ça. C'est pas grave. Ensuite, à part le Élise Gravel, un que je voulais absolument acheter, c'était le nouveau Naomi Fontaine. Que d'ailleurs, j'ai vu passer chez... Lily pour la cause, il me semble que c'est ça, sur Instagram, qui travaille, je crois, pour l'initiative En juin, je lis autochtone. Et donc, elle a fait un blitz de lecture de littérature autochtone. Je trouve ça super intéressant parce que c'est, quand je suis sur son compte, elle en lit beaucoup. Puis je trouve ça intéressant de voir quand elle parle justement de ses lectures. Ça me permet de me mettre à jour et de ne pas échapper rien dans les nouveautés. Et Naomi Fontaine, c'est celui-ci. Donc, c'est Eka Achaté, Ne flanche pas, de Naomi Fontaine, chez Mémoire d'Encrier. Et c'est Eka Achaté, je m'excuse si je ne le prononce pas comme il faut, Ne flanche pas, rassemble les voix des aînés. Histoire, mémoire et vécu, tisse une manière de résister propre au monde et nous qui souffre, vit, rit et regarde demain sereinement.
Tout simplement passionnante, cette plongée inédite dans un monde de femmes et d'hommes qui ont appris à forger auprès du sang et de l'humour l'espoir et la tendresse. Donc, vraiment intéressée. De ce que je pouvais voir, c'est par petits chapitrons, on va dire ça comme ça, d'une ou deux pages. Des fois, je pense que des fois, ça va être comme ce genre de trucs-là ici. Donc, c'est des bribes, des miettes de quotidien, des miettes d'histoire, des petites bouffées d'âme, on pourrait dire. J'avais connu Naomi Fontaine, mais j'ai tout lu, je pense. Je ne sais pas si j'ai lu Chuni, mais elle a fait Chuni, Manikanetish, que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis Kwesipan. Je ne sais pas lequel j'ai. J'ai peut-être lu Chuni, puis Manikanetish, puis j'ai pas lu Kwesipan, je me souviens pas. Mais j'ai lu Kwesipan, je pense. Bref, si jamais vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment le coup. Donc, son tout nouveau, vraiment hâte de le découvrir. Sinon, j'avais également repéré celui-ci qui est sorti depuis bon, il ne fait pas très longtemps, mais c'est pas non plus, il n'est pas sorti genre il y a 2 jours. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est habituellement fait dans la poésie. Et c'est un peu, là, on est plus dans la prose poétique, mais c'est celui-ci, donc Le poids d'un piano, de Jennifer Tremblay. Et c'est un récit dans ce cas-ci. Et ce que ça dit, pendant un séjour à Liverpool, Wow, elle a vraiment un bel accent. Pendant un séjour à Liverpool, où j'ai senti plus que jamais que le monde avait changé, j'ai voulu raconter un autre voyage. Un voyage plus long, beaucoup plus long, que je traîne comme un bulbe planté dans mon cœur, parce que ça a été une expérience extravagante. J'étais partie après m'être dépouillée de tout ce que je possédais. Il ne me restait plus dans ce monde que quelques vêtements, des livres et un vieux piano. Pendant ce voyage, il y a eu surtout l'écriture et la solitude, mais aussi la joie pure, la liberté exponentielle. Puis il y a eu une tragédie. Malgré ça, malgré aussi ce qu'on appelle les vicissitudes, j'ai réussi à écrire un roman. En Angleterre, une nuit, j'ai rêvé à Marguerite Duras. Elle tournait un film. Moi, j'aurais surtout voulu lui parler de la vie matérielle, parce que j'étais en train d'écrire ce récit, le livre du livre, Le poids d'un piano, qui est exactement ça, le poids de la vie matérielle. Donc, je ne sais pas exactement où on va s'en aller avec ça, mais encore une fois, je revenais sur des bribes. Voyez-vous? Plusieurs bribes, comme ça ici. Donc, c'est publié chez XYZ en passant. Donc ça m'intéressait. Ensuite, il y avait celui-là que j'avais vu, d'une autrice qui est très prolifique en jeunesse, en général. Souvent plus dans album, première lecture. On avait plusieurs formats, là, vraiment, elle est assez versatile. Mais là, si j'ai bien compris, elle s'est lancée dans le roman en vers libre pour ados. Et ça m'intriguait beaucoup. Donc, c'est Ce que j'aimerais trouver sur la plage de Réa Dufresne. C'est publié chez Bayard Canada. Donc, c'est un roman en vers libre. Puis on a des vers libres et des photographies qui viennent peupler le récit. Alors ça dit, assise devant la maison, un souffle de vent chatouille mon visage. Ça sent la mer, mais pas la mienne. Charlotte est perdue. Elle vient de déménager, loin de ses amis, loin de son petit village, loin de tous ses repères. Même son appareil photo qui capturait son quotidien lui paraît maintenant bien trop lourd. Comment retrouver son chemin? Et si quelqu'un l'aidait à se retrouver une photo après l'autre? Je ne suis pas hyper convaincue par la 4e, mais j'étais hyper convaincue par l'idée de base, puis par l'idée du vers libre en conjonction avec des photos. Donc, je me suis dit, essayons. Donc, voilà pour celui-ci. Et enfin, j'ai failli attendre puis de me dire que je pourrais le prendre en biblio, mais j'avais trop envie de le découvrir. C'est une autrice qui fait toujours un peu des choses un peu saugrenues. Je ne sais pas si j'ai la liste de ses œuvres. Mais je l'ai connue, il me semble, en album jeunesse, assez déjanté. Il me semble bien. Est-ce qu'on l'a ici? Non, il me semble que je l'ai vu. Il me semble que c'était chez les 400 coups, mais enfin bref. Donc, c'est celui-ci, qui est un roman graphique qui est publié chez Nouvelle Adresse. Donc, c'est Pleurer dans les petits pains à hot dog de Valérie Boivin. Voilà. Et à l'arrière, ça dit tout simplement « Toute ressemblance avec la réalité n'est que le fruit du hasard ».
Donc, j'imagine que c'est un roman graphique un peu d'autofiction. Tout ce que j'ai retenu, c'est ce que la libraire m'a confirmé quand je suis arrivée au comptoir, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui va finir par en avoir marre parce que ça fait super longtemps que tout ce qu'elle fait, c'est travailler dans un endroit où, en fait, elle s'occupe du graphisme, de signets funéraires. Bon, on a la face de la personne décédée avec le petit texte inspirant là, pour un peu résumer la vie de la personne. Et puis, ben, ce que je comprends, c'est qu'elle va finir par en avoir ras-le-bol et essayer de, je sais pas, ça va être un moment où charnière où elle va finir par se redécouvrir, puis se demander si elle continue encore à faire des boulots alimentaires ou si elle plonge vraiment dans ce qu'elle a envie de faire. C'est ce que j'ai retenu. Peut-être que j'ai pas retenu la bonne chose, mais c'est ce que j'avais retenu. A priori, ça me tentait. Mais tu sais, avec un titre comme ça, je veux dire, on pouvait vraiment pas comme... C'est ça. Alors voilà, ce sont mes achats pour le 12 août. Et je vais vous montrer ça en pile, tout bien fait. C'est toujours mêlant parce que les livres en français, j'ai l'habitude de les livres en anglais. Puis pour qu'on puisse voir les titres sur les dos dans une pile de livres en français, il faut retourner les livres pour que ce soit la quatrième de couverture qui soit sur le dessus. Mais en anglais, c'est l'inverse. Donc à chaque fois, donc voici pour mes achats du 12 août. Alors, ben, j'ai bien hâte de m'y plonger. Je suis toujours dans mon fameux piège à loup en écoute, donc livre audio, Piège à loup de Aslak Nord. Et c'est vraiment dense. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... C'est vraiment un roman d'espionnage, mais il y a plus d'espionnage que de roman. Ça me donne cette impression-là. J'ai l'impression d'être dans un cours d'histoire romancée, mais sans doute qu'il n'y a pas tant de choses qui sont véridiques, mais je veux dire, oui, il y a des faits qui sont véridiques, mais il y a beaucoup plus de romancé que qu'est-ce que je crois peut-être qu'il y a, mais c'est dense. Puis j'ai tellement pas les repères parce qu'on est vraiment au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, du point de vue d'un Norvégien qui, à l'époque, la Norvège était occupée par l'Allemagne et qui, plusieurs Norvégiens étaient finalement en mode allons-y avec le nazisme, alors que d'autres étaient dans la résistance, donc vraiment comme beaucoup de pays qui ont été occupés par la Seconde Guerre mondiale. Mais on a quand même le point de vue d'un Norvégien. Puis de plusieurs personnes qui se retrouvent mêlées à la résistance, à l'espionnage, au contre-espionnage. Puis là, à un moment donné, j'étais un peu comme, je sais plus qui est qui. Je sais plus qui espionne qui. Et c'est correct parce que c'était ça la réalité. Mais quand je l'écoute, je suis vraiment un peu larguée, je dirais. C'est pas mal fait. C'est moi, potentiellement, sans doute que ce livre-là, c'est un livre qui demande énormément d'attention et qui peut-être se lit mieux en papier, comme je vous disais, qu'en livre audio, alors que le lecteur audio est... Le narrateur est excellent. Je veux dire, pour arriver à mettre ça de l'avant, ce type de texte-là, super dense, avec plein de personnages, plein de changements de point de vue, plein de sauts dans les temporalités. Ça s'étire, je vous disais, là, on peut remonter jusqu'à 1918-19, mais c'est-tu ça que c'est ça? Non? Non. On remonte jusqu'à... Je suis toute mêlée avec les autres lectures que j'ai eues. Mais on remonte quand même jusqu'à au début de la guerre. On commence en 1944, je pense, après ça on retombe en 39, en tout cas en 38, puis là ça monte, puis là on est rendu en 42, mais des fois on recule en arrière. Puis je pense qu'avec les livres audio, même si c'est bien indiqué quand on fait des changements temporels, on dirait que peut-être que je perds un peu une nanoseconde le fil qui fait que je ne sais plus trop à qui j'ai affaire. Mais globalement, c'est très prenant. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas attachée au personnage. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ma curiosité est plus de type informatif, on dirait, parce que je veux vraiment... C'est comme si je lisais un documentaire. Mais en même temps, c'est un documentaire qui est narré comme un roman. Fait que c'est un roman, là, je veux dire, c'est juste... Pour moi, je le ressens comme si je lisais un documentaire narré comme un roman. Donc, quand j'arrive pas toujours à m'attacher au personnage, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais je pense que l'approche un peu plus neutre que l'auteur a voulu mettre de l'avant est peut-être voulue, dans le sens où ça reste aussi que dans l'espionnage, s'il y a bien un endroit où on n'est jamais qui, on s'arrange pour ne pas être perçu comme la personne qu'on est vraiment, puisque c'est ça le but de l'espionnage, ben en tout cas, si c'est le cas, c'est réussi. Mais je me sens un peu comme, bon, mais j'aime beaucoup, ça va être mon
ma lecture audio pour le restant du vlog, sans doute. Mais c'est possible que je lise d'autres livres si j'arrive à trouver le temps pour le faire, pour vous donner d'autres recensions. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'en suis là. Alors voilà, je suis passée hyper rapidement du 12 août à ma lecture en cours. Aucune transition, désolée. Mais je reviens de toute façon dès que je peux, dès que j'ai soit avancé un petit peu plus dans le Aslak Nord, donc Piège à loup, ou que je lis un des livres que j'ai trop hâte de lire, genre le Élise Graville, que c'est pas possible que je sois pas capable d'attendre, ou le roman graphique de Valérie Boivin. Moi, quand il y a le mot hot dog dans le titre, je dis ça, je dis rien. Fait que à tantôt! This is about a woman called Rika who is asked to interview a statue at a museum, and she talks to this statue in Latin. It's more, I guess, not absurdist, but slightly more weird than her first book that was translated into English. Bonjour! Alors, je vous prends, on est le jeudi 14 août, pause repas, studio mobile, et écoutez, j'ai terminé ce matin, en me rendant au boulot, le fameux Piège à loup d'Aslak Nord. Ça a été une lecture qui a été aride pour moi. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça. J'ai retrouvé la qualité d'écriture d'Aslak Nord, comme je vous disais, là, que moi j'avais découvert dans sa saga de la famille Falk. Donc, le cimetière de la mer. Il me reste encore un autre tome à lire de cette série-là qui s'intitule Les héritiers de l'Arctique, je crois. Et puis là, dans le fond, Piège à loup, c'est vraiment quelque chose de complètement autre. C'est vraiment un roman d'espionnage historique. Donc, clairement. Et c'est, comme je vous ai formulé, même si c'est romancé, là, je suis bien contente de ça, mais la façon dont je l'ai reçu, la façon dont je l'ai perçu, c'est plus spécifiquement historique et précis que fictionnel et émotif. Donc, c'est vraiment, on est plongé dans cet univers-là qui est un univers de faux-semblants, de la fin justifie les moyens, de grands portraits politiques, de priorités qui ont des effets dévastateurs sur les gens qui sont pas nécessairement les bénéficiaires, disons, de ces priorités-là. Évidemment qu'on voit la Seconde Guerre mondiale du point de vue de l'intérieur, entre guillemets. On parle pas nécessairement des camps de concentration, même si c'est évoqué vaguement. On aborde le côté de, évidemment, tout ce qui était en lien avec la discrimination et éventuellement le génocide pour le peuple juif à l'époque. Par contre, c'est pas on s'appesantit pas beaucoup sur le sujet. On est vraiment dans un roman de stratégie de guerre. Donc, qu'est-ce qui va faire que, par exemple, l'Allemagne pourrait penser qu'à l'époque, en 1940, entre 41 et 45, qu'elle allait pouvoir penser qu'elle allait gagner cette guerre-là en développant des programmes spéciaux, en développant des armes particulières. Puis on va vraiment être centré sur ça. Les personnages qu'on va suivre, je vous ai dit qu'on s'y attache pas. C'est dur de s'y attacher parce que c'est des anti-héros. Particulièrement l'homme, Henry Storm, c'est un anti-héros dans le sens où, en même temps, je pense que dans tous ceux qui ont participé volontairement ou involontairement à la guerre, on ne peut pas être autrement que... tous ces gens-là vont avoir fait des choses qui ne sont pas nécessairement en phase avec
leurs convictions ou qui sont même pas en phase avec comment on devrait se comporter comme humain. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que ça nous met dans une situation où il y a des moments où on va espérer que Henry Storm parvienne à ses fins parce que finalement semble être plus, disons, associé aux alliés, évidemment. Puis là, je parle en général parce que je veux dire, il faisait partie quand même, il s'était engagé dans l'armée allemande et tout ça en tant que Norvégien. Donc, quand je parle des alliés, c'est pas juste les Axes et les alliés, mais bien les alliés dans le sens où tous contre le nazisme, là. Donc, vraiment dans ce sens-là. Mais en même temps, il va y avoir tellement de faux semblants, puis de jeux de fuite, puis de choses qu'on sait pas nécessairement, puis d'actions qu'il va prendre, qui va être des décisions qu'ils vont prendre en se disant, ben je vais faire ça, stratégiquement, ça va peut-être m'amener vraiment à mes fins, que c'est pas toujours quelqu'un à qui moralement on aurait envie de s'associer ou avec qui on aurait envie d'avoir de l'empathie. Il y a même des moments, même si les actions faites sont terriblement affreuses, terribles, condamnables et tout ça, où un des personnages principaux qui fait partie du régime nazi, dont la fonction est d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé dans toute une stratégie militaire de fuite de renseignements et tout ça, puis que ça va impliquer indirectement le fameux Henry et tout. Mais lui, son rôle, c'est ça. Puis en même temps, il va courir après ça. En même temps, il va nous montrer un peu une facette humaine parce qu'il va finir par s'attacher à sa manière à des gens, à une personne qui va être obligée d'arrêter et qui va finir par retourner la situation. Il va faire une situation qui est absolument malsaine pour la personne, mais en même temps, on sent qu'en quelque part, il y a quelque chose en lui qui n'est pas si mauvais. Puis, en quelque part, les choix que Henry Storm va faire ou avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord vont faire en sorte que par moment, on a presque envie que la personne qui est dans le régime allemand, puisse parvenir à ses fins aussi. Fait que c'est vraiment confrontant, c'est troublant ce roman-là parce que c'est clairement pas, on n'est pas dans le manichéen et dans les guerres, c'est ça. Dans une guerre, il y a des gens qui font des actions dont le but est éventuellement de tendre vers la paix ou de tendre vers le bien. Mais dans l'exécution de tout ça, c'est jamais manichéen, c'est toujours dans la grisaille. Puis c'est vraiment un roman qui nous plonge dans la grisaille. Et comme on nous plonge dans le milieu de l'espionnage et que c'est un milieu où on doit être tout en retenue, où les faux semblants font en sorte qu'on peut survivre ou ne pas survivre, c'est particulier parce que ça nous empêche de nous attacher aux personnages. Parce qu'en fait, il faut pas. On a l'impression qu'il ne faut pas qu'on s'attache parce que si on s'attache, c'est comme si on allait les trahir. Puis d'autres, c'est comme si, en tant que personnage, s'ils font en sorte qu'on s'attache à eux, c'est parce qu'ils nous ont trop transmis leurs émotions alors qu'ils ne devraient pas. En tout cas, c'est particulier. C'est dans les premières fois que j'ai lu vraiment un roman d'espionnage, presque pur espionnage. Bon, une petite thématique abordée là, en parallèle, mais principalement espionnage et guerre. Et donc, je pense que simplement, j'ai pas l'habitude d'avoir un roman dont le but est aussi purement ça. Donc, de nous présenter vraiment le milieu de l'espionnage et tout ça. Souvent, là, dans les romans historiques espionnage, quand c'est pas nécessairement ça, le but plus rigoureux, plus historique et tout, ben il va toujours avoir une petite romance. Et puis bon, je dis pas qu'il n'y a pas des choses comme ça qui existent dans le Aslak Nord, mais clairement, c'est pas un accent qui est mis là-dessus. Donc, comme dans les romans historiques, ce qui fonctionne bien pour que les gens, que ça soit accessible, puis que les gens soient capables de gérer tout ça, parce que c'est terrible comme situation puis comme contexte, bien souvent, on va rajouter, c'est ça, des histoires d'amitié, des histoires d'amour perdu. Donc, au niveau des émotions, donc on rajoute des émotions dans un contexte qui est clairement pas humain, le contexte de la guerre, c'est un contexte inhumain, un contexte terrible. Fait que c'est comme si ça nous aide. Mais là, dans celui-là, on a des moments d'émotion, on a des poussées d'émotions ponctuelles parce qu'à un moment donné, même un humain qui est le plus en contrôle possible, il peut pas toujours être en contrôle à 100% de lui-même. Il va falloir à un moment donné qu'il s'exprime. Mais ça reste que c'est pas ça qui est l'accent qui est mis. Donc, l'émotion n'est pas nécessairement super présente. Fait que comme moi, j'ai moins été habituée à ça, puis je suis capable de lire des romans historiques, mais habituellement, il faut quand même que j'essaie d'avoir une espèce de... C'est pas que je m'associe ou que je m'identifie au personnage, mais
je sais pas comment dire, ces personnages-là, ils veulent pas qu'on s'associe à eux. Ils veulent pas qu'on les remarque. Puis nous, comme lecteurs, on est vraiment mis à l'écart. Donc, il y a des fois où j'avais comme pas nécessairement envie de retourner là-bas. Mais c'est super bien écrit, vraiment bien construit, hyper tortueux. Livre audio, j'ai reculé plusieurs fois. Donc, si jamais vous lisez ce livre-là, je vous le suggère en papier, juste si vous êtes pas sûr au niveau de votre concentration, parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration. Puis moi, je pense que dans le moment où je l'ai écouté, j'étais concentrée, mais je suis peut-être un peu fatiguée, ce qui fait que peut-être que j'ai perdu des bouts, donc il fallait que je revienne en arrière. Puis comme c'est un roman d'espionnage où il y a plein de faux semblants, puis plein de revirements, puis plein de virages dont il faut prendre conscience, mais qui sont pas trop mentionnés fort parce qu'il faut pas, parce qu'on est dans un contexte d'espionnage, ben il y a des fois où j'étais vraiment perdue. Mais cela dit, la version audio, si vous êtes capable de vous concentrer, vous êtes dans un moment où vous êtes capable de vous concentrer, le narrateur était juste comme excellent. Parce que pour arriver à rendre ce livre-là qui ne met pas l'émotion au cœur de son récit, vivant, humain, par moments attachant dans certains moments, premièrement, et deuxièmement, faire tous les personnages sans caricature, en allant chercher, des fois, il y avait des bouts de sanglots dans sa voix, puis nous-mêmes, ça nous venait nous chercher aux tripes et tout. Il faut vraiment être un excellent narrateur, potentiellement un acteur, je ne le connais pas nécessairement, mais je vais remettre pareil la vignette de la version audio pour que vous ayez, parce que si jamais ça vous dit, ça pourrait être une façon vraiment d'aborder ça, si vous avez, comme je vous dis, la capacité intellectuelle de vous concentrer là-dessus et de ne pas vous perdre. Je pense que si j'avais eu le livre en papier, j'avais juste pas accès au format papier. J'aurais pu, quand je revenais à la maison ou le soir, juste me remettre, tu sais, relire les 5-6 dernières pages, revirer en arrière, peut-être voir s'il y a une carte ou un endroit juste pour me remettre en contexte. Parce que en plus du fait qu'on change, on a différents points de vue, même si on est globalement du point de vue de l'Allemagne, comme on a des gens qui sont espions, puis des faux semblants, puis des doubles, triples espions, puis c'est quand même plus difficile de rattacher les ficelles. Puis je pense que juste en faisant ça, puis en plus il y a des temporalités, on se promène sur une ligne de temps entre 1938 et 1945 de façon très, très fréquente. Donc, non seulement on change de point de vue, mais en plus, on change d'année. Donc, ça, moi, actuellement, j'ai aucun problème, ni même en livre audio. Mais là, comme il fallait que je rate absolument rien de chaque nanoseconde de tous ces moments-là, en fait, ben le fait que justement, on changeait de temporalité, puis qu'on changeait de point de vue, ce qui, absolument, pour moi, est un point positif. Là, dans la version audio, ça m'a un peu... Ça m'a pas nécessairement desservi. Mais j'ai trouvé que c'était un roman de qualité. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur juste parce que j'ai pas réussi à m'identifier. Fait qu'au niveau de mon expérience de lecture, c'est quand même un peu ce que je recherche. Mais en même temps, est-ce que j'aurais voulu avoir plus de romance? Non. C'est juste que peut-être que j'aurais aimé être capable qu'on me permette de m'attacher en partie un peu plus au personnage. Mais en même temps, si c'est quand même collé sur certains faits historiques, ben ces gens-là étaient peut-être tels quels, puis peut-être que de toute façon, même si c'était vraiment les personnages historiques, j'aurais pas été capable d'avoir non plus un lien d'attachement avec ces personnes-là. Mais bref, si ça vous dit, c'est un tome unique, si spécifique, c'est pas vraiment dans ce que moi j'ai connu en tout cas comme écriture d'Aslak Nord, mais très bien écrit, ça vaut la peine. Pur espionnage, Seconde Guerre mondiale, stratégie militaire, en même temps l'humain versus la guerre, qu'est-ce qu'on fait finalement, vraiment une autre façon de voir qu'est-ce qui s'est passé potentiellement en Allemagne en 1945, sans banaliser quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas ce que je vais lire. Je sais que j'ai un livre qu'il faut que je lise au moins avant dimanche, donc avant la fin de ce vlog-ci, parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je dois rapporter parce que c'est un prêt entre bibliothèques, donc je ne peux pas prolonger l'emprunt. C'est le petit livre de Michael Morpurgo que j'avais trouvé, là, qui est un roman jeunesse illustré. Mais là, j'ai quand même commencé un autre roman, un livre audio que je ne sais pas si je vais poursuivre. Si je le poursuis, je vous en parlerai. Mais c'est un livre audio que j'avais envie de lire parce que Piketty Bouquet en avait parlé vraiment beaucoup. Et j'étais pas sûre parce que ça s'annonçait comme une romance un peu point-point, mais finalement, de ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme une romance Cozy Mystery qui se passe à la Régence avec beaucoup d'autodérision. Fait que là, j'étais comme,
romance moins, mais cozy mystery romance, régence la période à la limite, autodérision. Puis je pense qu'il y a comme un peu une notion de voyage dans le temps là, qui est là. Donc, écoutez, je m'essaie. Je vous dis pas c'est quoi le titre. Puis on s'en reparle si jamais je le poursuis. Allez, à plus tard. Et en fait, en ouvrant son passeport, elle se rend compte qu'il lui a menti et qu'il n'est pas celui qu'il semble être. Bonjour vous autres. Alors, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce que c'est le moment que j'ai pour vous parler ce matin. Donc, on est le vendredi 15 août. Je suis avant d'aller au boulot et je m'en vais courir. Donc, dans ma petite période d'échauffement, je me suis dit pourquoi pas. Allez, jasons-nous ça. Et on est bien ce matin en passant. J'ai pas couru de la semaine parce que trop chaud, il faisait genre 40, fait que on sortait qu'on avait l'impression d'être dans un air fryer comme plusieurs memes sur internet déterminaient. Donc je voulais quand même jouer ça safe là. Donc il fait comme je pense 17. Fait que ça fait vraiment du bien. Fallait juste que je le dise. Donc je poursuis finalement ma lecture que j'ai essayée, la lecture en cours, que je voulais absolument lire. Je vais me tasser pour pas me faire écraser. Donc, je voulais absolument lire suivant les recommandations de Piketty Bookin. C'est-à-dire, et je vous divulgue maintenant le titre, Le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. C'est publié chez Charleston en France. Je sais pas si c'est déjà paru ou ça vient juste de paraître. Moi, je l'écoute en version audio chez Télém. Parce qu'ici au Québec, il est juste disponible en audio. Et puis, j'ai accès à la version audio par Nextory, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre... à mon avis, la publication du format papier, désolée pour les soufflements, mais c'est correct, ça veut dire que je fais mon échauffement comme il faut. Donc, avec la publication du format papier, à mon avis, ça va venir à l'automne, donc voilà. Pourquoi j'hésitais? Parce que, je vous donne le pitch. Alors, on va suivre Rebecca Sheridan, qui est une jeune femme qui habite à Londres, qui n'est pas riche, disons, travaille dans une bibliothèque, passionnée de l'époque de la Régence et étudie en égyptologie sur le bord d'avoir son master et tout. Pas quelqu'un qui a une grosse vie sociale, a perdu ses parents. Sa meilleure amie, c'est une vieille dame qui s'appelle... c'est pas Wendy son nom, je me souviens plus. S'appelle... Oh, je vous le remettrai, mais c'est pas grave. Il me semble que ça finit par D. Fait que, bref. Et c'est une de ses voisines, puis elle a fini par se lier d'amitié avec elle. Puis je dis vieille, pas vieille, là, mais ils sont plus âgés qu'elle. Et voilà, donc ça reste comme ça, sa vie est comme ça. Elle essaie de trouver des relations durables au niveau amoureuse, mais genre par une application style Tinder, parce que sa meilleure amie l'a inscrite à ça, puis ça marche pas tant que ça. Fait que c'est ça. Puis, à un moment donné, elle se fait inviter à une journée qui est comme un genre de... par la Société de la Régence, Regency Society de Londres, qui est une société vraiment comme stricte, qui accepte juste 100 nouveaux membres par année. Il faut qu'ils passent des tests, puis qu'ils connaissent la période de la Régence et tout. Puis, ça se passe dans une librairie assez ancienne de Londres. Et c'est une journée où tout le monde doit arriver là, déguisé. Pendant une journée, tu vis un peu comme à la Régence. Donc, voilà. Et évidemment, quand elle va se trouver là, à un moment donné, sa fameuse amie, Wendy, je sais pas pourquoi son nom ne me revient pas, va lui dire « Ah, viens, il faut que je te montre quelque chose. » Donc, elle est habillée en mode costume et tout. Et elle va, de façon inattendue, basculer dans une autre réalité temporelle, c'est-à-dire dans le Londres des années 1816. Et elle va également basculer dans le Londres des années 1816 qu'elle a imaginé. C'est-à-dire que c'est vraiment le Londres des années 1816. Mais elle arrive au sein d'une famille qu'elle a imaginée. Parce qu'elle écrit un peu dans ses temps libres une histoire de régence. Et là-dedans, elle est Lady Rebecca, avec plein de personnes et tout. Et elle va devenir Lady Rebecca. Le problème est que la fameuse amie, elle est encore à la librairie et tout. Puis la personne âgée, là, je veux dire. Puis elle dit, oui, elle explique que c'était un voyage temporel.
qu'elle ne savait pas que ça se faisait, elle a essayé puis ça a marché. Puis que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre la prochaine fois que la porte temporelle va s'ouvrir pour retourner dans le fond dans le Londres actuel. Et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent trouver rapidement. Et il va falloir qu'elle fasse plein de calculs mathématiques, ça va y prendre au moins 3 mois. Ce qui fait que Rebecca, Lady Rebecca, va être prise en 1816, alors que Lady Rebecca, son alter ego de 1816, est dans la saison des débutantes. C'est une jeune femme qui refuse de se conformer à beaucoup de standards de la société. Et elle va devoir survivre sans créer d'impact sur le continuum espace-temps, c'est-à-dire que faut pas qu'elle meure, faut pas qu'elle tombe enceinte et il faut pas qu'elle tombe amoureuse. On va bien comprendre, comme ça un petit peu de romance et tout, que sans doute que le troisième va être plus difficile à faire que les deux autres. C'est pour ça que j'hésitais, parce que c'était vraiment vendu comme une romance historique. Et les autres livres de Felicia Kingsley, c'est vraiment des romances historiques, la Régence. Moins mon genre. Mais Piketty Bookin en parlait en disant qu'il y avait vraiment une belle verve, un bel humour, puis un peu de cozy mystery. Parce qu'il y a une disparition qui va d'une jeune femme qui est mariée, en fait, qui se trouve en 1816. Et que ce que je comprends, c'est que Lady Rebecca, va essayer de résoudre la situation parce que c'est sa meilleure amie. Puis ça fait que sa réputation est comme... Ça atteint sa réputation, ça fait comme ça elle s'était enfuie, mais elle est comme, je suis pas sûre qu'elle s'est enfuie. Bref, à date, j'aime beaucoup, avec surprise, grande surprise. Et bien, je vais poursuivre ma lecture, puis je pense que je vais essayer de le finir pour vous en parler d'ici la fin du vlog. Alors, j'arrive au bout où je dois courir et mon bras est en train de mourir. Fait que je vous reparle de ça quand j'ai plus avancé dans l'histoire. Et bonjour vous autres. Alors, on est le samedi 16 août et ma foi, j'ai eu une journée de travail, une demi-journée de travail assez intense parce qu'il a fallu que j'aille à l'extérieur, puis c'est comme bien trop chaud pour moi. Fait que là, je suis complètement épuisée, même si j'ai pas fait tant de choses que ça dans la journée. Et en regardant tout ça, et je me suis rendu compte que j'aurais peut-être le temps en me dépêchant de terminer le canon de Lady Rebecca pour la fin du vlog, mais ça sera un peu juste. Fait que ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir attendre et patienter. Oui, je suis comme ça. Pour le prochain vlog, pour savoir ce que j'en pense. Spoiler alert, en ce moment, ça se passe très bien. C'est pas tout de ça qui me plaît, mais globalement, je suis vraiment prise par ce roman-là. Un peu envers et contre moi, parce qu'il y a des choses qui habituellement vont me faire réagir, puis que là, dans le fond, l'ensemble est tellement bien. C'est tellement un pari qui est fait, qui est à la fois audacieux mais astucieux en termes de mélange de genre et de code, que à date, ça fonctionne bien. Mais on va voir, je n'ai pas encore terminé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un livre dont je vous parlais que je devais terminer, que je devais lire en fait, parce que je dois le rapporter demain maximum à ma petite bibliothèque de village, parce que c'est pas à la bibliothèque, c'est un prêt en bibliothèque. Et c'est celui-ci, donc c'est Le Collier du Géant de Michael Morpurgo, ici en édition illustrée chez Gallimard Jeunesse, et c'est illustré par Bryony May Smith. Donc, c'est la petite collection, là, il y en a quelques-uns, les opuscules comme ça, qui sont des parties de fiction illustrée, donc voilà. C'est souvent un format qui est comme plus novella un peu, mais qui propose des illustrations. Dans ce cas-ci, le duo Michael Morpurgo et Bryony May Smith, que j'adore. Pour moi, j'avais des grosses attentes et j'ai pas été déçue. C'est super émouvant. Je sais pas si... Ouais. J'ai oublié la... Ben, c'est pas la quatrième de couverture, mais c'est comme le rabat sur lequel le résumé du livre est. C'est le dernier jour des vacances et Cherry décide de chercher d'autres coquillages pour compléter son collier. Elle est déterminée, ce sera le plus long collier jamais fait, un collier de géant. Mais bientôt les nuages se font plus sombres. La mer se transforme en monstre gris et Cherry est coupée du rivage. Le seul moyen de s'échapper est de traverser une ancienne mine derrière les rochers, où elle va croiser la route de mystérieux fantômes. Donc, voilà. L'affaire avec ce livre-là, c'est que je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, parce que c'est un livre qui propose une histoire avec une fin, un revirement de situation qui fait en sorte que ça va changer la perception de tout ce qu'on a un peu compris du livre. Mais en gros, on va suivre la petite fille, la fameuse Cherry, qui est la plus jeune, non, ben, pas si jeune, qui est pas si petite, elle a 11 ans, mais c'est la plus jeune, c'est une famille de 5, donc elle a 4 grands frères,
Puis, elle se fait gros taquiner, mais c'est une jeune fille qui est déterminée puis qui décide qui aime ça prendre sa place quand même. Et à chaque année, ils vont en Cornouailles, dans le fond, dans le même cottage sur le bord d'une plage pour les vacances. Puis, ben, cette année-là, Cherry a décidé qu'elle a ramassé des tout petits coquillages qui s'appellent des, je sais pas, ils ont mis le mot coris, je pense. Il me semble que c'est ça. Des mini coquillages, je sais pas si j'ai l'illustration. Je sais pas si l'illustration est juste. Dans le sens où des fois, je sais pas si elle a fait des recherches vraiment. Mais, ouais, je pense qu'on voit ça ici. On va le voir un peu. Vous voyez ces petits coquillages un peu nacrés, rosés, avec un peu fermé, un peu comme une pâte farcie. Et je me sens qu'on a le nom ici. Il me semble que c'est des choristes, mais peu importe. Bref, et elle s'était donné un défi, la fameuse Cherry, pour faire un collier qui serait aussi long que un aller-retour sur la table jusqu'au grille-pain. Donc, c'est son repère. Puis, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle était déjà rendue à 5000 coquillages. Je ne sais pas si ça se peut, mais 5000 coquillages. Et il en manquerait 150 pour... 150? Ouais, 150 pour terminer la distance qu'il manquerait pour faire son fameux collier de géant. Et bon, ben, c'est la dernière journée des vacances, donc la maman était comme, ben ok, c'est beau, mais tu sais que tu as jusqu'à aujourd'hui. Après ça, demain matin, on part super tôt. Puis après ça, ben, tu ne feras plus ramasser de coquillage. Donc, Cherry est vraiment déterminée. Puis elle est comme, non, non, je vais le faire. Puis là, sa mère a dit, oui, mais tu sais que je ne pourrais pas rester avec toi sur la plage toute l'après-midi parce que on va revenir, puis on va faire le ménage du cottage, puis on va faire les bagages et tout ça. Fait que, c'est sûr que tu ne vas pas passer la journée au complet, puis ça te prend vraiment beaucoup de temps pour trouver les coquillages parce que Cherry décide de prendre les coquillages toujours, tu sais, la même forme, puis les mêmes couleurs et tout. Donc, ça reste comme ça, toute la famille va à la plage, puis Cherry est juste comme oui, mais dans le fond, vous pourriez partir, puis tu sais, je le sais comment revenir. C'est un chemin qui longe la plage pendant 2 km, puis après ça, elle a comme une espèce de montée à faire pour se rendre. Et puis tout ça. Donc, finalement, ça se passe comme ça. Et dans l'après-midi, elle continue à chercher, mais là, il en manque encore des coquillages. Il en manque, je pense, 70, quelque chose comme ça. Ou 60. Puis, ben là, les parents partent avec les frères parce qu'elle en a, parce que, ben, ils s'en vont ramasser le cottage. Puis, dans le fond, ils donnent des consignes spécifiques à Cherry en disant, ben, tu sais, tu passes par là, non, puis tout ça, puis tu reviens avant la nuit. Puis, ben, Cherry, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être super concentrée sur la recherche de ses coquillages jusqu'à ce que la nuit commence à avancer tranquillement vers elle, mais surtout la marée. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui va se passer. Elle va essayer de s'en sauver, puis éventuellement, elle va finir par trouver peut-être un chemin pour remonter vers chez ses parents, qui va passer par la falaise, puis bon, des cavernes, puis une ancienne mine, puis des gens qui sont peut-être pas tout à fait en vie. Et ces personnes-là vont l'aider dans sa fameuse quête de retour à la maison. C'est tout ce que je peux dire. C'est super touchant. Vraiment, vraiment émouvant. Ben, comme je vous dis, j'en entendais pas mal de Michael Morpurgo. Je trouve que en si peu de pages, en si peu de mots, il réussit à... Voyez-vous, je suis capable de vous en parler super longtemps. Pour moi, c'est comme des personnages qui sont tangibles, qui sont crédibles, qui ont des vies eux-mêmes. Des pages, combien, mettons, 82 pages, mais tu sais, illustrées, puis vraiment pas beaucoup de texte par page. Donc, mettons, 70 pages. Donc, mettons ça, très aéré, triple interligne, des illustrations et tout. Il arrive vraiment parce que c'est quelqu'un qui est trop habile de sa plume puis à raconter, il arrive vraiment à nous faire vivre cette période-là, cette journée-là, au cœur de cette famille-là qu'on apprend à connaître super rapidement, mais qu'on aurait vraiment le goût de côtoyer. Et à percevoir ce qui anime, le feu qui anime cette petite fille-là, puis qu'est-ce qu'il va faire, qui va lui faire prendre des décisions qui vont déterminer un peu son cours des choses. Il amène très doucement le côté un peu spirituel, là, disons, avec puis un petit pan de l'histoire, parce qu'on est vraiment aussi, on parle des mines qui étaient en Cornouailles à ce moment-là, puis d'un accident qui a eu lieu en Cornouailles, d'une mine qui avait fait en sorte que les mineurs étaient restés pris, comme ça arrivait souvent quand même dans les mines. Je ne sais pas si cet événement-là spécifique existait, mais je sais que c'est quand même un classique, puis je crois qu'il y a vraiment des mines en Cornouailles, c'est des mines d'étain, je pense. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu inspiré du contexte puis de l'histoire de cet endroit-là.
Donc, tout ça en même temps, mais sans qu'on s'en rende compte comme lecteur, sans qu'on ait l'impression qu'on sent la mécanique en arrière. Là, moi, je l'ai perçu parce que ça reste quand même que ça s'adresse à un public jeunesse. Donc, la partie qui est un petit peu plus historique, ben, j'ai compris pourquoi, mais en même temps, on n'a pas l'impression que c'est historique, c'est juste que c'est la part de l'arrivée de deux personnages spécifiques avec leur propre histoire qui vont faire en sorte que ça va donner un prétexte pour qu'on en apprenne un peu plus. Mais en gros, ils sont là pour faire avancer les choses, donc on n'a pas l'impression que c'est genre, ça c'est une pause d'un cours d'histoire et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Les illustrations, il n'y en a pas à chaque page, il me semble, les illustrations de Briony May Smith, mais il y en a à chaque page? Oui, quand même. Et ça, c'est la famille à la playa. Il y en a à chaque page. Donc, soit une demi-page ou des fois des doubles pages. Ça fait une grosse différence. C'est vraiment le côté échevelé, feutré en même temps, texturé, sensible de ce que propose Briony May Smith. Ça va tout à fait avec, disons, on a l'impression d'entendre la mer, de goûter le sel sur notre langue grâce à ce qu'elle nous propose, de percevoir l'atmosphère remplie d'air salin, une espèce d'humidité un peu d'air salin et tout, de sentir le vent sur nous autres. Donc, c'est vraiment, je trouve que ce duo-là, je les ai pas toujours vus ensemble, mais je trouve que c'est le meilleur duo qu'il peut pas avoir. Donc, si jamais vous voulez, attention par contre, ça reste quand même quelque chose, parce que je ne peux pas vous en dire, mais c'est quelque chose qui est émouvant, puis qui peut aborder des sujets quand même qui sont pas toujours ensoleillés. Mais c'est superbe. Si jamais j'arrive à mettre la main dessus, je vais sans doute me l'acheter pour la maison. Donc là, voyez-vous, je l'ai lu en traduction, parce que Michael Morpurgo, c'est un auteur britannique. Mais pour ça, ça se passe en anglais, puis j'ai eu absolument aucune... j'ai pas senti la traduction du tout. Donc si je le trouve, ce sera chez Gallimard Jeunesse, dans cette édition-là. Puis je vais sans doute me l'acheter. Donc ben, je vais pouvoir le rapporter à temps, mais je vous le remontre une dernière fois pour que vous voyez à quel point c'est un livre qui vaut la peine. Et puis c'est pas une nouveauté, c'est paru il y a... originalement, en 2016... non, oui? Ça se peut pas. C'est un peu bizarre. C'est comme si c'était paru en français en premier, en 2007, puis en anglais sans doute en 2016, puis après ça, cette édition-là remonte à 2018. Donc, voilà. Alors, sur ce dernier petit bijou remuant, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi cette semaine. J'espère que vous avez des bonnes lectures. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui préparent déjà la rentrée scolaire, mais bonne chance, je suis avec vous. Toutes mes bonnes ondes sont avec vous. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, ben voilà. Je vous souhaite de pouvoir quand même grappiller un petit peu à travers le quotidien trop vite, trop rapide. Des petits moments en suspens pour des découvertes littéraires. Puis, ben, nous autres, on se dit à la prochaine.